Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Rowan Kincaid roulait sur le Dalton Highway depuis 11 ans. Il avait appris à respecter la nuit polaire, non pas à la craindre, mais à la considérer comme un animal sauvage, imprévisible et dangereux. L'obscurité, ici, n'était pas comme ailleurs. Elle était épaisse, absolue, et s'étendait sur des semaines sans le moindre rayon de soleil. Entre la mi-novembre et janvier, le ciel au-dessus de la pente nord de l'Alaska ne s'éclaircissait jamais au-delà d'un crépuscule pâle, durant 3 ou 4 heures autour de midi. Le reste du temps n'était que ténèbres, seulement troublé par les phares des camions et les lueurs occasionnelles des aurores boréales. Ce soir-là, Rowan effectuait son 3e voyage du mois vers Deadhorse, transportant du matériel de forage pour une compagnie pétrolière. La température était tombée à moins 38 degrés Celsius, assez froide pour que sa respiration gèle à l'intérieur du pare-brise malgré le chauffage à fond. Un brouillard glacé flottait par endroits le long de la route, si dense que ses phares ne perçaient pas plus de 6 mètres devant lui. Le Dalton Highway était déjà dangereux en temps normal, mais pendant la nuit polaire, il devenait une entité à part, un ruban de glace et de gravier de 414 miles traversant une nature sauvage absolue, où une panne pouvait signifier la mort si l'on n'était pas préparé. Rowan, lui, était préparé. Son Kenworth était équipé de toutes les modifications possibles pour affronter le froid, des réservoirs de carburant auxiliaires au chauffage de blocs moteurs, en passant par une cabine de couchage suffisamment isolée pour le maintenir en vie même si le moteur tombait en panne. Il transportait des rations d'urgence, des couvertures supplémentaires, un téléphone satellite et assez de diesel pour tenir 3 jours au ralenti s'il devait attendre la fin d'une tempête. Mais ce qui comptait le plus, c'était le respect qu'il portait à cette route et à l'obscurité qui la régnait pendant la moitié de l'année. Alors qu'il passait le kilomètre 287, à environ 64 km au sud de Coldfoot, la radio CB grésilla. Le canal 19 était silencieux ce soir-là, ce qui n'avait rien d'exceptionnel. La plupart des conducteurs préféraient effectuer ce trajet pendant les heures de clarté, ou du moins pendant les brèves périodes de crépuscule. Rouler à minuit signifiait que l'on était soit fou, soit désespéré par l'argent, soit suffisamment expérimenté pour savoir ce que l'on faisait. Rowan aimait à penser qu'il appartenait à cette 3e catégorie, bien que son ex-femme aurait probablement voté pour la première. Il tendait la main vers son thermos de café lorsqu'une voix traversa le grésillement de la radio, faible et déformée par les parasites. Convoi en direction du nord, approche du kilomètre 290. Nous avons 4 camions qui roulent lourd à travers le brouillard glacé. Si quelqu'un est devant nous, faites-nous signe pour les conditions de la route. Rowan attrapa le micro et appuya sur le bouton. Ici, un Kenworth en direction du nord, kilomètre 287. Vous êtes à environ 5 km derrière moi. La route est rude mais praticable. Le brouillard glacé est épais par endroits, alors réduisez votre vitesse. Où allez-vous, les gars? Un long grésillement précéda la réponse. Deadhorse. Nous transportons du matériel pour les opérations de la pente arctique. Merci pour les infos sur les conditions. Quelque chose dans cette voix dérangea Rowan, bien qu'il ne parvienne pas à mettre le doigt sur ce que c'était. Peut-être était-ce un léger écho, ou la manière dont les mots semblaient flotter entre clarté et indistinction. La radio CB pouvait être capricieuse ici, surtout pendant les aurores boréales, lorsque l'ionosphère était perturbée. Pourtant, les poils de sa nuque se hérissèrent, et ce n'était pas à cause du froid. « Depuis combien de temps êtes-vous sur la route ?» demanda Rowan, essayant de comprendre pourquoi cette conversation lui semblait étrange. Un autre silence, plus long cette fois. « Nous avons quitté Fairbanks vers 16 heures. Nous avons fait du bon temps jusqu'à ce que nous tombions sur le brouillard glacé au nord de la rivière Yukon. » Rowan fronça les sourcils. Le passage de la rivière Yukon se situait au kilomètre 56, à plus de 320 km au sud de sa position actuelle. S'ils avaient quitté Fairbanks à 16 heures et qu'il était maintenant minuit passé, cela signifiait qu'ils avaient mis 8 heures pour parcourir 320 km. C'était possible dans de mauvaises conditions, mais cela semblait lent, même pour un convoi de 4 camions roulant dans le brouillard glacé. « Vous devez avancer à l'allure d'un escargot, les gars, dit-il dans le micro. 8 heures depuis la traversée du Yukon, c'est un timing difficile. Le grésillement sembla s'intensifier, et lorsque la voix revint, elle semblait plus éloignée.
Les conditions étaient pires que prévu. Ce brouillard est comme rien de ce que j'ai vu en 20 ans sur cette route. 20 ans. Ce détail attira l'attention de Rowan. Quiconque avait roulé sur le Dalton pendant 20 ans connaîtrait cette route comme sa poche, saurait comment planifier ses trajets et à quoi s'attendre pendant la nuit polaire. La voix à l'autre bout ne semblait pas être celle d'un novice, mais quelque chose dans la manière dont le conducteur parlait mettait Rowan mal à l'aise. « Pour quelle entreprise roulez-vous » demanda Rowan, gardant un ton décontracté. « Scatic, puis Northern Freight Service. Nous transportons des composants de forage et des modules de logement préfabriqués. Charge lourde, donc nous y allons doucement. Northern Freight Service. » Ce nom évoqua quelque chose dans la mémoire de Rowan, mais il ne parvint pas à le situer. Il avait travaillé pour la plupart des grandes entreprises opérant sur la North Slope au cours de ses 11 ans, et il connaissait la plupart des opérateurs indépendants par réputation, sinon par leur nom. Northern Freight Service lui semblait familier, mais il ne se souvenait pas avoir vu leurs camions dans les parcs de Deadhorse ou dans les aires de repos le long de la route. Les kilomètres défilaient sous ses roues alors qu'il grimpait plus haut dans la chaîne Brox. La route ici était une série de longues montées épuisantes et de descentes angoissantes, avec des précipices d'un côté qui disparaissaient dans une obscurité si totale qu'elle donnait l'impression de rouler au bord du monde. Le brouillard glacé allait et venait par vagues, parfois se dissipant assez pour voir à une centaine de mètres devant, parfois s'épaississant au point que Rowan devait ralentir à 25 km/h et naviguer autant par mémoire que par la vue. Sa radio CB resta silencieuse pendant les 20 minutes suivantes. Il surveillait ses rétroviseurs à la recherche de signes du convoi derrière lui, s'attendant à voir leurs phares apparaître à mesure qu'il réduisait la distance. Mais l'obscurité derrière lui resta absolue. Soit ils étaient beaucoup plus loin que les 5 km qu'ils étaient lorsqu'il les avait entendus pour la première fois, soit ils roulaient sans phare, ce qui aurait été suicidaire sur cette route. Juste après le kilomètre 300, alors qu'il négociait un virage particulièrement vicieux avec un talus raide à sa droite, la radio CB grésilla à nouveau. Convoi en direction du nord à tous les conducteurs de la zone. Nous avons un problème. Des ennuis de moteur sur l'un de nos camions. Nous sommes garés au kilomètre 294 si quelqu'un est en position de nous aider. Rowan vérifia son GPS. Le kilomètre 294 se trouvait à 10 km derrière lui. Il l'avait passé peut-être 10 minutes plus tôt, et il n'avait vu aucun camion garé. Bien sûr, dans le brouillard glacé et l'obscurité, il était possible de manquer des choses. Il connaissait des conducteurs qui étaient passés à 20 pieds d'un véhicule garé sans le voir si le brouillard était assez épais et que les phares du camion garé étaient éteints. Mais quelque chose dans cette situation commençait à lui sembler très étrange. « Bien reçu », dit Rowan dans le micro. « Ici le Kenworth qui était au 287. Je suis maintenant au kilomètre 300. Quelle est la nature de votre problème de moteur ?» La réponse arriva plus rapidement cette fois, et la voix semblait différente, plus urgente, presque désespérée. Les systèmes de carburant sont gelés. Nous perdons de la puissance sur le camion numéro 3. Les températures chutent rapidement, et nous ne pouvons pas maintenir les moteurs assez chauds pour éviter le gel. Cela avait du sens. À moins 38 degrés Celsius, le diesel pouvait commencer à se gélifier s'il n'était pas correctement traité avec des additifs anti-gel. La plupart des conducteurs expérimentés savaient utiliser du carburant d'hiver et des additifs pendant la nuit polaire, mais des erreurs arrivaient. « Vous traitez toujours votre carburant, les gars ?» demanda Rowan. « Nous l'avons traité à Fairbank, mais quelque chose ne va pas. Le froid ici est pire que tout ce que nous avions prévu. » Le froncement de sourcils de Rowan s'accentua. Moins 38 degrés Celsius n'était pas inhabituel pour cette partie du Dalton en décembre. Tout conducteur avec 20 ans d'expérience le saurait et planifierait en conséquence. Les incohérences s'accumulaient, et ses instincts lui hurlaient que quelque chose n'allait pas. « Quel est le numéro de votre camion ?» demanda Rowan. « Et quel est le nom de votre conducteur de tête ?» Le silence se remplit de grésillements pendant un long moment. Lorsque la voix revint, elle avait changé à nouveau. Cette fois, elle semblait creuse, lointaine, comme si quelqu'un parlait depuis le fond d'un puits. Le conducteur de tête est halte. Il roule sur cette route depuis avant que tu ne sois né, mon ami. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour remettre ce camion en route. Einar Halt. Ce nom frappa Rowan comme un coup physique. Il connaissait ce nom. Tout conducteur ayant travaillé sur le Dalton pendant plus de quelques années connaissait ce nom. Einar Halt avait été une légende parmi les camionneurs de l'Alaska,
un vieux Norvégien robuste qui avait effectué des centaines de trajets sur le Dalton à l'époque où la route était encore plus primitive et dangereuse qu'aujourd'hui. Einar Holt était aussi mort depuis 17 ans. Rowan le savait parce qu'il avait assisté à la cérémonie commémorative à Fairbanks, avait écouté les histoires sur la manière dont le camion d'Einar avait été retrouvé au kilomètre 294, moteur toujours en marche, mais Einar lui-même avait disparu. Ils avaient cherché pendant des semaines, mais n'avaient jamais retrouvé son corps. La conclusion officielle était qu'il était sorti pour vérifier quelque chose dans l'obscurité et le brouillard, s'était désorienté, et avait erré dans la nature pour y mourir de froid. Cela arrivait parfois ici, même aux conducteurs expérimentés qui auraient dû savoir mieux. La main de Rowan tremblait lorsqu'il appuya sur le bouton du micro. Einar Holt est mort en 2006. Quel genre de blague macabre est-ce que c'est? Le grésillement s'intensifia jusqu'à devenir presque assourdissant, et en dessous, Rowan pouvait entendre autre chose. Des voix. Plusieurs voix. Toutes parlant en même temps, mais trop déformées pour distinguer des mots individuels. Le son lui donna la chair de poule malgré les couches de vêtements qu'il portait contre le froid. Puis, coupant à travers le grésillement comme un couteau, une voix de femme s'éleva. Claire, calme, et d'un réalisme glaçant. Ils ne plaisantent pas, Rowan. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils roulent sur cette route depuis 17 ans, faisant le même trajet encore et encore, sans comprendre pourquoi ils n'arrivent jamais à Dédors, pourquoi l'obscurité ne se termine jamais, pourquoi chaque nuit est la même nuit où ils ont disparu. Rowan faillit sortir de la route. Il tourna brusquement le volant, sentant sa remorque glisser sur la surface glacée avant de la rattraper, et ramena le camion sous contrôle. Son cœur battait à tout rompre, et ses mains étaient moites de sueur à l'intérieur de ses gants malgré le froid. « Qui est-ce » demanda-t-il dans le micro. « Comment connaissez-vous mon nom ?» La voix de la femme continua, toujours calme, toujours claire. « Je m'appelle Mara Ellison. J'étais la dispatchereuse de Northern Freight Service il y a 17 ans. J'étais de service à la radio la nuit où le convoi a disparu. J'ai essayé d'avertir les autres conducteurs depuis, mais la plupart ne peuvent pas m'entendre. Le fait que tu puisses m'entendre, eux et moi, signifie que tu es en danger, Rowan. Tu es quelque part entre leur réalité et la nôtre. Et si tu n'es pas prudent, tu vas finir comme eux. » L'esprit de Rowan tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à ce qu'il entendait. Cela devait être une sorte de canular élaboré. Peut-être d'autres conducteurs qui s'amusaient avec lui sur la radio CB, mais comment connaissait-il son nom? Comment savait-il pour Einar Holt et le convoi qui avait disparu en 2006? Ce n'étaient pas des détails largement connus en dehors de la petite communauté des conducteurs du Dalton. C'est insensé, dit-il. Mais sa voix manquait de conviction, même à ses propres oreilles. Il y a probablement une explication rationnelle à cela. Il y en a probablement une, convint la voix de Mara. Mais rationnel ne signifie pas normal, et cela ne signifie pas sans danger. La nuit polaire fait des choses étranges ici, Rowan. L'obscurité, le froid et l'isolement. Il crée des conditions où la réalité devient fine, où le passé et le présent peuvent se chevaucher, où des gens morts depuis des années peuvent encore rouler sur ces routes, sans savoir qu'ils sont piégés dans une boucle dont ils ne s'échapperont jamais. Les autres voix étaient toujours là, sous le grésillement. Et maintenant, Rowan pouvait distinguer certains mots. Il parlait des conditions de la route, du brouillard glacé, d'arriver à Dédors avant la prochaine tempête. Une conversation de camionneurs ordinaires, sauf pour l'écho qui faisait que chaque mot semblait rebondir contre les murs d'un vaste espace vide. « Pourquoi le kilomètre 294 » demanda Rowan, essayant de garder sa voix stable. « Pourquoi cet endroit précisément ?»« Parce que c'est là que c'est arrivé, » dit Mara. C'est là qu'Einar et les 3 autres conducteurs se sont arrêtés à cause de problèmes de moteur. C'est là qu'ils sont sortis de leur camion pour essayer de réparer le problème, et c'est là que quelque chose a mal tourné. Le rapport officiel disait qu'ils s'étaient désorientés dans le brouillard glacé et avaient erré. Mais j'étais à la radio avec eux jusqu'à la fin, Rowan. J'ai entendu ce qu'ils ont entendu. Il y avait quelque chose là-bas dans l'obscurité avec eux. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Rowan vérifia à nouveau ses rétroviseurs. Et cette fois, il les vit. 4 paires de phares dans le lointain derrière lui, émergent du brouillard glacé comme des navires fantômes naviguant à travers la brume. Il le rattrapait, réduisant la distance plus vite que ce qui aurait été possible pour des camions transportant des charges lourdes sur des routes glacées. « Ils sont derrière moi, » dit-il dans le micro. « Je peux voir leurs phares. Alors tu dois les devancer et rester devant eux,
dit la voix de Mara, prenant un ton d'urgence qui envoya un frisson glacé dans les veines de Rowan. Ne les laisse pas te rattraper. Ne t'arrête pas s'ils demandent de l'aide. Et quoi que tu fasses, ne passe pas le kilomètre 294 alors qu'ils sont près de toi. C'est leur point d'ancrage, l'endroit où ils sont piégés. Si tu es trop près d'eux lorsque tu passes cet endroit, tu risques de te faire aspirer dans leur boucle avec eux. Les phares se rapprochaient définitivement. Rowan pouvait maintenant les distinguer plus clairement dans ses rétroviseurs. 4 ensembles de phares en formation de convoi, exactement comme la voix à la radio l'avait décrit. Il appuya sur l'accélérateur, poussant son camion plus vite que ce qui était sur la route glacée, mais il ne semblait pas pouvoir augmenter la distance entre lui et le convoi qui le poursuivait. « Que leur est-il arrivé » demanda-t-il. « Qui avait-il là-bas avec eux ?» La voix de Mara grésilla avec les parasites. « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu à la radio cette nuit-là. » Einar parlait de quelque chose qui bougeait dans le brouillard, quelque chose qui n'apparaissait sur aucun de leurs phares, mais qu'ils pouvaient tous voir. Il a dit que cela ressemblait à une personne au début, quelqu'un qui marchait le long de la route. Mais en s'approchant, ils ont réalisé que ce n'était pas humain. La forme était fausse. Les proportions étaient déformées. Et puis les cris ont commencé. Tous les 4 en même temps. Cela a duré peut-être 10 secondes, puis le silence. Les camions transmettaient toujours. J'entendais leur moteur tourner au ralenti, mais personne ne parlait. Je suis resté à la radio toute la nuit à les appeler, mais il n'y a jamais eu de réponse. Lorsque les équipes de recherche et de sauvetage ont atteint l'endroit le lendemain matin, les camions ont été retrouvés exactement là où ils s'étaient arrêtés. Moteur toujours en marche, mais les 4 conducteurs avaient disparu. Aucune empreinte dans la neige, aucun signe de lutte, rien. Juste des camions vides garés sur une route vide au milieu de nulle part. Le convoi était maintenant assez proche pour que Rowan puisse distinguer des détails dans ses rétroviseurs. Les camions semblaient anciens, plus anciens qu'ils n'auraient dû l'être. Les phares étaient d'un style dépassé, du genre qui n'était plus fabriqué depuis 15 ans. Et il y avait quelque chose d'étrange dans leur mouvement, comme s'ils ne touchaient pas tout à fait la route, comme s'ils glissaient légèrement au-dessus de la surface glacée. Le GPS de Rowan indiquait qu'il approchait du kilomètre 292, à 3 km du point d'ancrage où le convoi original avait disparu. Les camions qui le poursuivaient étaient maintenant à moins d'un quart de mile derrière lui, et peu importe à quelle vitesse il poussait son camion, il ne semblait pas pouvoir augmenter la distance entre eux. « Je ne peux pas les semer, dit-il dans le micro. Ils sont trop près et ils avancent trop vite. »« Alors tu dois briser le schéma, dit la voix de Mara. Ils sont verrouillés dans leur itinéraire, répétant le même trajet qu'ils ont fait il y a 17 ans. Si tu fais quelque chose qu'ils n'ont pas fait, quelque chose d'inattendu, tu pourrais réussir à te désynchroniser d'eux. Comme quoi? Je ne sais pas, arrête-toi avant d'atteindre le 294. Fais demi-tour. Prends une des routes d'accès latérales. N'importe quoi qui brise le schéma de rouler tout droit jusqu'à l'endroit où ils ont disparu. Le kilomètre 293 défilait devant la fenêtre de Rowan. 1 kilomètre à parcourir, et le convoi était maintenant assez proche pour qu'il puisse distinguer des détails à travers le brouillard glacé. Le camion de tête était un Peterbilt d'un ancien modèle, avec des pots d'échappement chromés et une peinture qui n'était plus populaire depuis le début des années 2000. Derrière lui se trouvaient 3 autres camions. Tous avec cette même qualité fantomatique, pas tout à fait réelle, qui faisait mal aux yeux de Rowan lorsqu'il essayait de se concentrer directement sur eux. Il y avait une aire de repos devant, sur le côté droit de la route. Une petite zone de gravier où les camions pouvaient s'arrêter pour vérifier leur chargement ou attendre que le mauvais temps passe. Rowan prit une décision en une fraction de seconde. Il freina, sentant le système anti-blocage pulser alors que les roues luttaient pour trouver de l'adhérence sur la glace, et fit pivoter son camion vers l'aire de repos. Le camion glissa latéralement pendant un moment angoissant avant que les pneus ne reprennent le contrôle et qu'ils ne parviennent à arrêter le camion dans la clairière de gravier derrière lui. Le convoi continua d'avancer. Ils ne ralentirent pas, ne dévièrent pas de leur trajectoire. Ils continuèrent simplement au-delà de sa position, leurs phares coupant à travers le brouillard et l'obscurité alors qu'ils roulaient vers le kilomètre 294. Rowan les regarda partir, comptant les secondes, attendant qu'ils disparaissent dans le lointain. Mais ils ne disparurent pas. Au lieu de cela, alors qu'ils atteignaient la zone où le kilomètre 294 aurait dû se trouver, les camions commencèrent à s'estomper. Pas tous en même temps, mais progressivement, comme si quelqu'un réduisait lentement leur luminosité et leur solidité.
En 30 secondes, ils avaient complètement disparu, ne laissant que l'obscurité et le brouillard glacé tourbillonnant là où ils se trouvaient. Rowan resta assis dans son camion au ralenti, les mains agrippant le volant si fort que ses jointures blanchirent, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Son esprit rationnel insistait pour qu'il y ait une explication. Des reflets, peut-être des mirages thermiques, bien que cela semblât impossible par moins 38 degrés Celsius. Un phénomène atmosphérique unique aux conditions de la nuit polaire. Mais il savait ce qu'il avait vu. Et plus important encore, il savait ce qu'il avait entendu sur la radio CB. « Mara, dit-il dans le micro. Es-tu toujours là ?» Seul le grésillement lui répondit. Rien de plus. Il essaya plusieurs canaux différents, mais tous restèrent silencieux, à l'exception du sifflement et des crépitements des ondes vides. Quelle que soit la fenêtre qui s'était ouverte entre sa réalité et ce moment figé de 17 ans plus tôt, elle semblait s'être refermée. Rowan resta là pendant 10 autres minutes, attendant que son rythme cardiaque revienne à la normale et que ses mains cessent de trembler. La température dans sa cabine avait chuté malgré le chauffage, et il réalisa qu'il était trempé de sueur qui gelait maintenant dans l'air glacé. Il augmenta le chauffage et prit plusieurs longues gorgées de son thermos de café, essayant de se réchauffer de l'intérieur. Finalement, il savait qu'il devait prendre une décision. Il pouvait faire demi-tour et retourner vers le sud, abandonner cette cargaison et ce trajet, et ne plus jamais conduire sur le Dalton Highway. Ou il pouvait continuer vers le nord jusqu'à Deadors, terminer sa livraison, et essayer de se convaincre que ce qu'il venait de vivre n'était qu'une hallucination causée par l'épuisement et le stress psychologique de conduire dans l'obscurité de la nuit polaire. Au final, c'est son professionnalisme qui prit la décision pour lui. Il avait un contrat à honorer, une cargaison à livrer, et une réputation à maintenir. Plus que cela, 11 ans d'expérience sur cette route lui disaient que la seule chose plus dangereuse que de terminer le trajet était de faire demi-tour et d'essayer de le parcourir en sens inverse dans l'obscurité et le brouillard glacé. Il mit son camion en marche et retourna sur l'autoroute, se dirigeant vers le nord. Alors qu'il passait la zone où le kilomètre 294 aurait dû se trouver, il garda les yeux droits devant et sa vitesse stable. Il n'y avait rien à voir de toute façon, juste le cône étroit de ses phares coupant à travers le brouillard, la ligne blanche au bord de la route, et l'obscurité sans fin qui pesait de tous côtés. Mais en s'éloignant de cet endroit, Rowan se fit une promesse. Demain, lorsqu'il atteindrait Deadors et aurait accès à un internet fiable, il ferait des recherches sur Northern Freight Service et le convoi qui avait disparu en 2006. Il découvrirait tout ce qu'il pourrait sur Einar Holt et les 3 autres conducteurs qui avaient disparu dans la nuit polaire. Et il essaierait de comprendre ce que Mara Ellison avait essayé de lui dire sur la finesse de la réalité pendant les longues ténèbres. Car une chose était certaine, ce qui venait de se passer n'était pas terminé. Le convoi était toujours là, roulant sans fin dans leur boucle à travers l'obscurité glacée, cherchant toujours de l'aide qui ne viendrait jamais. Amos Rek roulait sur les routes de glace des territoires du Nord-Ouest depuis 6 ans, et il avait appris à lire la météo comme d'autres lisent les journaux. La façon dont le vent changeait de direction, la texture des nuages, la qualité du froid, tout cela racontait une histoire si l'on savait écouter. Et cette nuit-là, alors qu'il poussait son Peterbilt vers le nord le long de la route d'Ampstede en direction d'Inuvik, chaque signe qu'il pouvait lire lui disait la même chose, une tempête majeure arrivait, et elle arrivait vite. C'était début janvier, en plein cœur de la nuit polaire, et le thermomètre de son tableau de bord indiquait moins 47 degrés Celsius. L'obscurité ici était absolue, seulement troublée par ses phares coupant l'air cristallin et le scintillement occasionnel des aurores boréales dansant dans le ciel nordique. La route d'Ampstede était l'une des routes les plus isolées d'Amérique du Nord, 720 km de gravier et de glace reliant le Yukon à l'océan Arctique. Et en hiver, elle devenait quelque chose de proche d'une autre planète. Amos avait quitté Dawson City 12 heures plus tôt avec une cargaison d'équipements miniers destinée à l'une des opérations près d'Inuvik. Cela aurait dû être un trajet simple, 30 heures de conduite entrecoupées d'arrêts de repos obligatoires. Rien qu'il n'avait pas fait des dizaines de fois auparavant. Mais les prévisions météo avaient changé 3 fois depuis son départ. Chaque mise à jour était plus sinistre que la précédente. Ce qui avait commencé comme une prédiction de légère neige s'était transformé en avertissement d'un front arctique majeur se déplaçant plus vite que prévu, apportant avec lui des conditions de blizzard et des vents glacés capables de tuer une personne exposée en quelques minutes. Il avait passé le dernier établissement, un petit endroit appelé Eagle Plain, il y a environ 2 heures. L'hôtel là-bas lui avait offert une chambre pour attendre la fin de la tempête, mais Amos avait vérifié sa jauge de carburant, son délai de livraison,
et avait calculé qu'il pouvait devancer le pire de la tempête s'il poussait fort. Maintenant, en regardant le vent se lever et les premiers gros flocons de neige commencer à tourbillonner dans le ciel noir, il commençait à regretter cette décision. La radio CB grésillait de parasites, mais aucune voix ne traversait. Il était trop éloigné des autres conducteurs pour capter des conversations, et la tempête créait des interférences électromagnétiques qui rendaient la communication presque impossible de toute façon. Il changea de canot par habitude, écoutant le sifflement et les crépitements de l'air mort, et essaya de ne pas penser à quel point il était seul ici. La neige commença sérieusement vers minuit, et en 20 minutes, la visibilité était passée de quelques centaines de mètres à peine 50 pieds. Amos ralentit son camion à une vitesse d'escargot, suivant les marqueurs réfléchissant au bord de la route, et priant pour ne pas tomber sur une plaque de glace ou conduire dans un banc de neige. Le vent s'était levé en un hurlement qui faisait osciller sa remorque d'avant en arrière, et il pouvait sentir ses pneus lutter pour trouver de l'adhérence sur la surface qui se détériorait rapidement. Il commençait sérieusement à envisager de trouver un endroit pour s'arrêter et attendre la fin de la tempête lorsque sa jauge de carburant attira son attention. Il avait été si concentré sur la conduite qu'il n'avait pas remarqué la quantité de diesel qu'il avait brûlé en luttant contre le vent et la neige. La jauge indiquait moins d'un quart de réservoir, ce qui, en conditions normales, aurait été largement suffisant pour atteindre Inuvik. Mais ce n'était pas des conditions normales. S'il devait laisser tourner le moteur au ralenti pendant des heures pour attendre la fin de la tempête, ou si les conditions routières empiraient et qu'il devait lutter pour chaque kilomètre, il risquait de ne pas y arriver. La chose intelligente à faire était de s'arrêter maintenant, tant qu'il avait encore assez de carburant pour maintenir le moteur en marche et la cabine au chaud. Mais s'arrêter sur la route d'Ampstee en plein milieu d'un blizzard, dans l'obscurité de la nuit polaire, avec des températures approchant les moins 50 degrés Celsius, était à peine moins dangereux que de manquer de carburant. Il avait besoin d'un abri, ou au moins d'un endroit où il pouvait garer son camion en sécurité, à l'écart de la route, pour que d'autres véhicules ne le percutent pas. Comme en réponse à ses pensées, ses phares éclairèrent un panneau émerge de la neige tourbillonnante. Il était ancien et usé par les intempéries, la peinture presque illisible, mais il pouvait juste distinguer les mots « Station d'arrêt du Nord, service, 3 km ». Amos fronça les sourcils. Il avait roulé sur cet itinéraire au moins 30 fois au cours des 6 dernières années, et il n'avait jamais vu ce panneau auparavant. Il n'y avait pas d'aire de repos pour camions entre Eagle-Plain et Inuvik, rien que des étendues sauvages sur plus de 320 km. Mais le panneau était clairement là, et en ce moment, il n'avait pas le luxe d'être méfiant envers des installations inattendues. Il suivit la flèche sur le panneau vers ce qui semblait être une route secondaire, bien que la neige ait déjà recouvert toute trace ou marque qui aurait pu indiquer une utilisation régulière. La surface était plus rugueuse que l'autoroute principale, et son camion rebondissait et trébuchait à travers des congères plus profondes qu'elle n'aurait dû l'être si cette route voyait un trafic régulier. Mais devant, à travers la neige soufflée, il pouvait distinguer des lumières. La station d'arrêt du Nord se matérialisa de la tempête comme quelque chose d'une autre époque. C'était un ensemble de bâtiments en bois usés disposés autour d'une aire de stationnement centrale. Tout était recouvert de neige et de glace, suggérant des mois, voire des années d'abandon. Mais il y avait des lumières allumées dans plusieurs des fenêtres, faibles et vacillantes, mais indéniablement réelles. Une pompe à carburant se trouvait près du bâtiment principal, son ancienne pompe toujours debout, bien que recouverte de givre et entourée de congères. Amos gara son camion sur l'aire de stationnement et resta assis un moment, moteur au ralenti, étudiant la scène. Quelque chose dans cet endroit semblait faux. Les bâtiments étaient trop anciens, la conception trop dépassée pour une installation qui devrait encore avoir de l'électricité et des lumières. L'aire de stationnement était complètement vide, sans autre véhicule en vue, ce qui était étrange pour une aire de repos pendant une tempête majeure, lorsque les conducteurs devraient chercher un abri. Mais la jauge de carburant continuait de baisser. Ses réserves étaient limitées, et la tempête dehors empirait de minute en minute. Quel que soit cet endroit, il offrait un abri contre le vent et la neige, et peut-être du carburant si ses anciennes pompes fonctionnaient encore. Il ne pouvait pas se permettre d'être difficile. Il éteignit son moteur, rassembla son équipement d'hiver, et descendit de la cabine. Le froid le frappa comme un coup physique, lui volant son souffle et gelant immédiatement la peau exposée autour de ses yeux et de sa bouche. Le vent était vicieux, transportant de la neige qui piquait comme du sable lancé. Il serra sa capuche autour de son visage et se dirigea vers le bâtiment principal, luttant à travers des congères qui lui montaient jusqu'aux genoux. La porte du bâtiment principal était déverrouillée, ce qui aurait dû être son premier avertissement. Aucune entreprise légitime dans l'Arctique ne laissait ses portes déverrouillées pendant la nuit polaire. Mais Amos avait froid,
était fatigué et s'inquiétait de sa situation de carburant. Alors il poussa la porte et la laissa se refermer derrière lui, coupant le hurlement du vent. L'intérieur du bâtiment était encore plus étrange que l'extérieur. Il ressemblait à une aire de repos des années 1970, avec des murs lambrissés, des sièges en vinyle orange et des luminaires qui n'étaient plus fabriqués depuis des décennies. Les lumières étaient allumées, mais elles vacillaient de manière irrégulière, comme alimentées par un générateur qui luttait pour maintenir la tension. Une couche de poussière recouvrait chaque surface, et l'air avait une qualité stagnante qui suggérait une absence de ventilation fraîche depuis très longtemps. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Amos était la preuve d'une occupation récente. Il y avait des tasses de café sur le comptoir, encore à moitié pleines, bien que le liquide à l'intérieur est gelé. Un repas était posé sur l'une des tables, à moitié mangé. La nourriture était préservée par le froid, mais clairement abandonnée en plein milieu d'un repas. Une veste pendait à un crochet près de la porte, saupoudrée de givre, mais donnant l'impression que son propriétaire venait de s'absenter un instant. « Bonjour » appela Amos, sa voix sonnant plate et étrange dans l'air froid. « Y a-t-il quelqu'un ici » Aucune réponse, seulement le bourdonnement des lumières qui luttaient et le hurlement étouffé de la tempête dehors. Amos avança plus profondément dans le bâtiment, ses bottes laissant des traces humides sur le sol poussiéreux. Derrière le comptoir se trouvait une petite zone de bureau avec un bureau, des classeurs et un registre ouvert. Il prit le registre et l'examina à la lumière faible. Les entrées étaient datées, mais la plus récente qu'il pouvait lire datait du 17 novembre 1987, 36 ans plus tôt. Il feuilletait les pages, trouvant entrée après entrée des années 1980, enregistrement de livraison de carburant, arrivée et départ de camions, notes de maintenance, le tout écrit d'une écriture soignée qui devenait de plus en plus frénétique et incohérente à mesure que les entrées progressaient. Les dernières pages étaient presque illisibles, remplies de mots et de phrases barrées qui n'avaient pas de sens. Quelque chose ne va pas avec la route. Les conducteurs n'atteignent pas leur destination. Je ne peux pas partir. J'ai essayé 3 fois. La route fait une boucle. L'obscurité n'est pas normale ici. La dernière entrée, datée du 17 novembre 1987, était écrite en grandes lettres tremblantes. Ne restez pas. Cet endroit n'est pas normal. Il retient les gens. Etty Gallo. Amos posa le registre avec précaution, son rythme cardiaque s'accélérant. Ce n'était pas simplement une station-service abandonnée. C'était un endroit où quelque chose avait terriblement mal tourné, et Etty Gallo, qui qu'elle soit, avait essayé d'avertir quiconque viendrait après elle. Il aurait dû partir. Il aurait dû remonter dans son camion, tempête ou pas, carburant ou pas, et s'éloigner le plus possible de cet endroit. Mais le vent dehors hurlait toujours. Et lorsqu'il regarda par la fenêtre, il pouvait à peine distinguer son camion à travers la neige soufflée. Retourner là-dehors maintenant, avec un carburant limité et sans une idée claire de la direction à prendre pour revenir sur l'autoroute principale, pourrait être suicidaire. Il décida d'explorer le reste du bâtiment pour voir s'il y avait quelque chose d'utile, un indice sur ce qui s'était passé ici. Peut-être y avait-il du carburant stocké qu'il pourrait utiliser ou des fournitures d'urgence qui l'aideraient à survivre jusqu'à ce que la tempête passe. Le bâtiment s'étendait plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Au-delà de la salle principale se trouvait une petite zone de magasin de commodités. Les étagères étaient encore approvisionnées avec des produits qui semblaient dater de plusieurs décennies. Des conserves avec des étiquettes qu'il ne reconnaissait pas. De l'huile moteur dans des contenants qui n'étaient plus fabriqués. Des magazines des années 1980, jaunis et fragiles avec l'âge. Au-delà de cela se trouvait une salle de pause avec quelques distributeurs automatiques et une petite zone de cuisine. Ici aussi, il y avait des signes d'activité interrompus. Une casserole était posée sur la cuisinière électrique, son contenu gelé en une masse solide qui avait peut-être été de la soupe. Des cartes étaient étalées sur une table, comme si quelqu'un avait été en plein milieu d'une partie. Une radio portable était posée sur le comptoir, son cadran de fréquence gelé en place. Amos essaya la radio, mais elle était morte. Il vérifia la cuisine, cherchant tout ce qui pourrait être utile, et découvrit que le réfrigérateur ronronnait encore doucement. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva de la nourriture qui semblait relativement fraîche, bien que les dates sur les emballages dataient de 1987. Du pain qui aurait dû être moisi et décomposé, mais qui semblait avoir été acheté la veille. Du lait qui aurait dû être depuis longtemps tourné, mais qui sentait bon lorsqu'il renifla prudemment le contenant. Ce n'était pas normal. Aucune de ces choses n'était normale. La nourriture ne restait pas préservée pendant 36 ans simplement parce qu'il faisait froid.
Il continua son exploration, descendant un étroit couloir qui menait à ce qui semblait être des quartiers de sommeil. 3 petites chambres, chacune contenant un lit, une commode et des effets personnels suggérant que les personnes qui y vivaient étaient parties en hâte. Des vêtements pendaient encore dans les placards. Des articles de toilette étaient posés sur les commodes. Dans une chambre, un livre était ouvert sur le lit, un marque-page placé comme si le lecteur avait eu l'intention de revenir pour le terminer. Mais la découverte la plus troublante se trouvait dans la salle de bain au bout du couloir. Écrit sur le miroir, en ce qui semblait être du rouge à lèvres partiellement obscurci par le givre, se trouvait un message. Bram Corwin a essayé de partir. Son camion tourne toujours. Il n'est pas dedans. Amos recula devant le miroir, sa respiration devenant plus rapide. La peur qu'il avait refoulée montait dans sa gorge, et chaque instinct qu'il avait lui hurlait de sortir de ce bâtiment et de s'éloigner de cet endroit. Il se hâta de retourner à travers le bâtiment vers l'entrée principale, ne se souciant plus d'explorer ou de trouver des fournitures. Mais lorsqu'il atteignit la salle principale et regarda par la fenêtre vers l'endroit où il avait garé son camion, son estomac se noua. Son camion avait disparu. L'aire de stationnement était vide, à l'exception de la neige soufflée et de l'obscurité. Les traces de pneus qu'il avait laissées en arrivant avaient déjà été comblées par la tempête, et il n'y avait aucun signe qu'un véhicule ait jamais été là. Amos courut vers la porte et l'ouvrit d'un coup sec, laissant entrer une bourrasque d'air arctique qui le fit presque tomber. Il trébucha dehors dans la tempête, luttant contre le vent et la neige pour atteindre l'endroit où il savait avoir garé son Peterbilt, mais il n'y avait rien. Pas de camion, pas de remorque, pas de traces, juste un espace vide et des tourbillons blancs. Il tourna en cercle, la panique le submergeant maintenant, essayant de repérer son camion n'importe où dans l'aire de stationnement. Les lumières du bâtiment projetaient une lueur faible à travers la tempête. Mais au-delà de ce cercle de lumière, il n'y avait que des ténèbres impénétrables et de la neige. « Ce n'est pas en train d'arriver », dit-il à voix haute, ses mots immédiatement emportés par le vent. Ce n'est pas réel. Mais c'était réel. Son camion avait disparu, et il était bloqué dans une station-service impossible qui ne devrait pas exister, au milieu d'un blizzard dans l'obscurité de la nuit polaire, sans moyen d'appeler à l'aide et sans moyen de survivre une fois que l'électricité défaillante du bâtiment finirait par s'éteindre. Il tituba à l'intérieur, claqua la porte contre le vent et s'y appuya tandis qu'il essayait de réfléchir. Il devait y avoir une explication. Peut-être s'était-il désorienté dans la tempête et était-il allé dans la mauvaise partie de l'aire de stationnement. Peut-être son camion avait-il été volé, bien que cela semblât absurde étant donné l'emplacement et les conditions. Ou peut-être, et c'était cette pensée qui le terrifiait le plus, peut-être que cet endroit faisait ce qu'Eddie Gallo avait mis en garde, peut-être qu'il retenait les gens et les camions et les faisait disparaître. Amos se força à se calmer et à réfléchir de manière logique. Il devait fouiller le bâtiment plus minutieusement. Il devait trouver un téléphone ou une radio qui fonctionnait. Il devait comprendre ce qu'était cet endroit et pourquoi il semblait figé dans le temps depuis 1987. Et surtout, il devait trouver un moyen de récupérer son camion ou de sortir d'ici avant de devenir un autre avertissement griffonné sur un miroir. Il retourna au bureau et fouilla les classeurs, cherchant tout ce qui pourrait expliquer l'histoire de cet endroit. La plupart des dossiers étaient des enregistrements commerciaux de routine, des reçus de carburant et des journaux de maintenance. Mais dans le tiroir du bas du dernier classeur, il trouva un dossier marqué « Rapport d'incident » qui lui glaça le sang. Le dossier contenait des dizaines de rapports manuscrits, tous datés entre 1985 et 1987, décrivant tous le même schéma. Des camions arrivaient à la station d'arrêt du Nord pendant des tempêtes ou dans de mauvaises conditions. Les conducteurs passaient la nuit ou attendaient que le temps s'améliore. Et lorsque les conditions s'amélioraient et qu'ils essayaient de partir, ils découvraient que la route menant à la route d'Ampstead ne menait pas là où elle aurait dû. Certains conducteurs rapportaient que la route faisait une boucle et revenait à la station, peu importe la direction qu'ils prenaient. D'autres disaient que la route s'arrêtait simplement après quelques kilomètres, disparaissant dans une nature sauvage qui n'aurait pas dû être là. Quelques conducteurs affirmaient avoir réussi à partir, mais leur camion était retrouvé des jours plus tard, abandonné le long de l'autoroute, sans signe des conducteurs. Les rapports étaient signés par Etty Gallo, qui semblait avoir été la gérante de la station. Ses entrées devenaient de plus en plus désespérées à mesure que les incidents s'accumulaient. Elle écrivait sur le fait de contacter les autorités, d'essayer de fermer la station, d'essayer de partir elle-même, mais sans succès. La dernière entrée, datée du même jour que la dernière note du registre, disait simplement « Je comprends maintenant. Cet endroit existe en dehors de la géographie normale. C'est une poche, un piège,
Un endroit où l'isolement et l'obscurité de la nuit polaire ont créé quelque chose qui ne devrait pas exister. La station elle-même est un paradoxe, alimentée par les camions qu'elle capture, se nourrissant du carburant et des conducteurs qui s'y arrêtent. Je suis la dernière personne ici et je ne laisserai pas cet endroit me prendre, mais je ne peux pas partir pour avertir les autres. Tout ce que je peux faire est d'écrire ces mots et d'espérer que quelqu'un les trouve avant qu'il ne soit trop tard. Si vous lisez ceci, partez. Ne restez pas. Ne restez pas pour attendre la fin de la tempête. Ne cherchez pas votre camion. Marchez simplement. Choisissez une direction et marchez jusqu'à ce que vous trouviez la vraie autoroute. C'est votre seule chance. Les mains d'Amos tremblaient alors qu'il posait le rapport. Il regarda autour du bâtiment, le voyant avec une nouvelle compréhension. Les lumières vacillantes, la nourriture préservée, les activités interrompues, tout cela suggérait un endroit qui existait en dehors du temps normal, soutenu par une sorte d'énergie qu'il tirait des véhicules et des personnes qui s'y arrêtaient. Il devait partir. Etty Gallo avait eu raison. Attendre la fin de la tempête, chercher son camion, essayer de comprendre la logistique de la survie, tout cela était un piège. La seule façon de s'échapper était de partir maintenant. De marcher dans la nuit polaire et le blizzard et de faire confiance au fait que quelque part là-bas, le monde réel existait encore. Mais en regardant par la fenêtre la tempête qui faisait rage dans l'obscurité, la température qui pouvait le tuer en quelques minutes s'il ne bougeait pas, les ténèbres absolues au-delà des lumières de la station, Amos sentit sa résolution vaciller. Sortir là-dedans était presque certainement la mort. Mais rester ici, dans cet endroit qui retenait les gens et se nourrissait d'eux d'une manière ou d'une autre, cela pourrait être un sort pire que de geler. Il avait besoin de plus d'informations. Il devait comprendre exactement à quoi il avait affaire avant de prendre une décision qui pourrait le tuer. Il continua à fouiller le bâtiment, cherchant tout ce qui pourrait lui en dire plus sur la station d'arrêt du Nord et comment elle en était venue à exister comme cette poche impossible en dehors de la réalité. Dans l'une des chambres, il trouva un journal glissé sous un matelas. L'écriture correspondait au rapport et aux entrées du registre. Le récit personnel de Etty Gallo de ce qui s'était passé ici. Amos s'assit sur le lit et commença à lire, et avec chaque page, sa compréhension de sa situation devenait plus sombre. Etty avait été la gérante de la station depuis 1985, dirigeant ce qui avait initialement été une aire de repos légitime desservant la route d'Ampstey. Mais à l'hiver 1986, pendant une période prolongée de nuit polaire, les choses avaient commencé à mal tourner. Les conducteurs qui s'arrêtaient à la station commençaient à rapporter des expériences étranges. Le temps semblait s'écouler différemment à l'intérieur du bâtiment. Ce qui semblait être quelques heures se révélait être des jours lorsqu'ils vérifiaient leur montre. La route à l'extérieur changeait et se déplaçait, menant à différents endroits selon le moment où ils partaient. Au début, Etty avait pensé que les conducteurs souffraient d'isolement et d'obscurité, que leur perception était affectée par les conditions extrêmes. Mais ensuite, elle avait commencé à l'expérimenter elle-même. Des jours passaient sans nouvelles arrivées, mais le carburant dans les réservoirs diminuait comme si des camions fantômes faisaient le plein. Elle entendait des moteurs tourner dehors la nuit. Mais lorsqu'elle regardait, il n'y avait aucun véhicule. Les fournitures dans le magasin se réapprovisionnaient d'elles-mêmes, apparaissant fraîches et nouvelles, malgré l'absence de livraison. Elle avait essayé de partir en novembre 1986, avait fait ses bagages et conduit son propre camion sur la route d'accès, mais après 30 minutes de conduite, elle s'était retrouvée de retour à la station, approchant de la même direction d'où elle était partie. Elle avait réessayé encore et encore, avec le même résultat. La station ne la laissait pas partir. D'autres personnes avaient été là avec elle à divers moments, 2 autres employés et plusieurs conducteurs qui s'étaient retrouvés piégés de la même manière qu'Amos l'était maintenant. Certains d'entre eux avaient essayé de marcher à travers la tempête. Aucun d'eux n'était revenu. L'entrée finale de Etty, écrite le jour où elle avait fait la dernière notation dans le registre, décrivait son propre plan pour partir. « Je vais marcher vers le sud. » Léo Valtier avait conduit sur les routes du Grand Nord canadien pendant 15 ans. Il connaissait chaque virage, chaque congère, chaque kilomètre de la route translabradorienne comme le creux de sa main. Mais ce soir-là, alors qu'il roulait vers le nord en direction de Happy Valley Goose Bay, quelque chose n'allait pas. La tempête qui s'annonçait depuis des heures venait de frapper avec une violence inattendue. Le vent hurlait comme une créature blessée, et la neige tombait en rafales si épaisses que ses phares ne perçaient plus qu'à quelques mètres devant lui. Léo serra les dents et ajusta sa prise sur le volant. Son semi-remorque était chargé de matériel médical urgent pour l'hôpital de Goose Bay,
et il n'avait pas le choix, il devait arriver à destination. La radio météo avait parlé d'un front arctique exceptionnellement froid, avec des rafales à plus de 120 km/h et des températures chutant à moins 45 degrés Celsius. Mais Léo avait déjà affronté pire. Ce qui le perturbait, c'était autre chose. Depuis qu'il avait passé le kilomètre 180, il avait l'impression d'être observé. C'est au kilomètre 187 que la radio CB de Léo grésilla soudainement. Une voix brisa le silence, faible et déformée par les parasites. « Léo ? Léo, tu m'entends ?» Il sursauta et attrapa le micro. « Ici Léo, sur le canal 19. » « Qui est à l'appareil ?» Un long silence, puis la voix revint, plus claire cette fois, mais étrange, comme si elle venait de très loin. « Léo, c'est Marc. Marc Dubois. Tu te souviens de moi ?» Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Marc Dubois. Ce nom lui était familier, mais il ne parvenait pas à le situer immédiatement. Il fouilla dans sa mémoire tandis que la voix continuait, tremblante. « On a roulé ensemble il y a 10 ans, sur cette même route. Tu te souviens de la tempête de 2015 ? Le convoi qui a disparu près de la rivière Churchill ? » Un éclair de souvenir traversa l'esprit de Léo. Marc Dubois. Un conducteur expérimenté, toujours souriant, qui avait disparu lors d'une tempête similaire, avec 3 autres camions. On n'avait jamais retrouvé ni les véhicules ni les corps. Les recherches avaient duré des semaines, puis l'affaire avait été classée comme un mystère du Grand Nord, l'un de ceux qui hantaient les conversations des routiers autour d'un café brûlant, dans les rares stations-service de la région. Marc. C'est impossible. Tu es mort depuis 10 ans. Un rire étouffé, presque un sanglot, traversa les ondes. Non, Léo. Je ne suis pas mort. Je suis coincé. On est tous coincés. On refait le même trajet, encore et encore. On n'arrive jamais à Goose Bay. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas sortir. Léo sentit son cœur battre à tout rompre. Il jeta un coup d'œil dans ses rétroviseurs, mais ne vit rien d'autre que l'obscurité et la neige tourbillonnante. « Qu'est-ce que tu racontes, Marc ? Où es-tu ? » ? Juste derrière toi, Léo. On est 4 camions. On te suit depuis le kilomètre 180. Tu ne nous as pas vus ? Léo scruta à nouveau les rétroviseurs, les yeux plissés. Rien. Juste la tempête. Pourtant, il avait bien cette impression étrange d'être suivi depuis un moment. Il accéléra légèrement, comme pour semer une menace invisible. Écoute, Marc, si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Je suis en pleine tempête, et j'ai une cargaison à livrer. Ce n'est pas une blague, Léo. La voix de Marc devint soudainement urgente. Tu dois nous aider. On a besoin que tu nous laisses te doubler. Si tu nous laisses passer, peut-être qu'on pourra enfin sortir de cette boucle. Une boucle ? De quoi tu parles ? La route, Léo. Elle nous retient. Chaque fois qu'on approche de Goose Bay, on se retrouve de nouveau au kilomètre 180. Comme si on était piégé dans un cauchemar sans fin. Léo sentit une sueur froide lui glacer le front, malgré la chaleur du chauffage. Il connaissait les légendes des routes du Nord, les disparitions inexpliquées, les voix dans les radios, les camions fantômes. Mais il n'avait jamais cru à ces histoires. Jusqu'à maintenant. Et si je vous laisse passer, qu'est-ce qui se passera ? On ne sait pas. Mais on doit essayer. Sinon, on est condamné à rouler pour toujours. Léo hésita. La rationalité lui disait que c'était impossible, que c'était une hallucination due à la fatigue ou à la tempête. Mais quelque chose dans la voix de Marc sonnait vrai. Trop vrai. D'accord, Marc. Je vais ralentir. Passe devant. Léo leva le pied de l'accélérateur et sentit son camion perdre de la vitesse. Dans ses rétroviseurs, il crut distinguer des phares faibles, comme voilés par la neige. 4 paires de lumières, qui se rapprochaient lentement. Il retint son souffle. Les phares grandirent, devenant plus nets, plus réels. 4 camions, anciens, couverts de neige et de glace, émergèrent du brouillard glacé comme des apparitions. Le camion de tête, un vieux Mack des années 2000, se plaça à sa hauteur. Léo aperçut le visage du conducteur à travers la vitre, un homme aux traits tirés, les yeux cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des années. Marc. Il lui fit un signe de la main, un geste désespéré, presque suppliant.
Léo lui rendit son signe, le cœur lourd. Soudain, les 4 camions accélérèrent et le dépassèrent, leurs moteurs rugissant dans la nuit. Léo les regarda s'éloigner, leurs phares devenant de plus en plus faibles, jusqu'à disparaître dans la tempête. Il était de nouveau seul sur la route. Mais le soulagement qu'il ressentit fut de courte durée. Léo avait repris de la vitesse, espérant mettre le plus de distance possible entre lui et cette rencontre surnaturelle. Il approchait du kilomètre 189 lorsque la radio grésilla à nouveau. La voix de Marc, cette fois, était paniquée. « Léo ? Léo, ils sont revenus. Ils nous ont rattrapés. »« Qui ça, Marc ? De quoi tu parles ? » ?»« Les ombres, Léo. Elles nous poursuivent depuis le début. Elles ne veulent pas qu'on parte. » Léo entendit des cris en arrière-plan, des moteurs qui hurlaient. Puis un bruit sourd, comme une collision. « Marc. Marc, réponds-moi. » Plus rien. Juste le grésillement de la radio. Léo sentit une peur primitive l'envahir. Il accéléra, les mains moites sur le volant, les yeux rivés sur la route devant lui. Il devait atteindre Goose Bay. Il devait sortir de cette tempête maudite. C'est alors qu'il les vit. Des silhouettes. Des formes sombres, indistinctes, se déplaçant rapidement sur le bas-côté de la route. Elles semblaient glisser sur la neige, sans laisser de traces. Léo cligna des yeux, incrédule. Les ombres se rapprochaient de son camion, comme attirées par lui. La radio explosa soudainement dans un cri strident. « Léo, ne t'arrête pas !» Mais il était trop tard. L'une des ombres venait de bondir devant son camion. Léo freina brutalement, sentant les roues bloquées sur la glace. Le semi-remorque glissa, hors de contrôle, avant de s'immobiliser dans un fossé neigeux. Tout devint silencieux. Léo, sonné, se redressa et regarda autour de lui. Les ombres l'entouraient maintenant, immobiles, comme si elles attendaient quelque chose. Il tendit la main vers la radio, les doigts tremblants. « Marc. Marc, tu es toujours là. » Aucune réponse. Puis, une voix chuchota dans la radio, si faible qu'il dut tendre l'oreille. « Trop tard, Léo. Maintenant, tu fais partie de la boucle. » Les ombres commencèrent à avancer. 3 jours plus tard, un convoi de secours trouva le camion de Léo Valtier, abandonné au kilomètre 189. Le moteur tournait encore, les portes étaient grandes ouvertes, et la cargaison était intacte. Mais de Léo, il n'y avait aucune trace. Les recherches durèrent une semaine, puis furent abandonnées. Depuis ce jour, les routiers qui empruntent la route translabradorienne racontent une nouvelle légende, celle du camion fantôme du kilomètre 189, et des ombres qui errent dans la tempête, à la recherche de nouvelles âmes à piéger. Et parfois, lors des nuits les plus froides, quand le vent hurle et que la neige aveugle tout, on peut entendre une voix dans la radio, répétant sans fin. « Léo ? Léo, tu m'entends ?» Cette histoire s'inspire des légendes urbaines des routes isolées du Grand Nord, où les conditions extrêmes et l'isolement peuvent jouer des tours à l'esprit humain. Si vous aimez les récits de mystère et d'horreur psychologique, elle devrait vous plaire. Souhaitez-vous que j'ajoute des détails supplémentaires, ou peut-être une suite à cette histoire ? Dites-moi ce que vous en pensez.